Cette vidéo permet de vous montrer comment télécharger des données financières des entreprises cotées dans la bourse de Tunis ou bien dans la bourse de New York. Donc, je vais commencer par vous montrer comment télécharger des données des entreprises américaines. Tout d'abord, il faut travailler avec l'environnement de développement intégré Jupyter Lab. C'est un environnement évolué qui permet d'ouvrir un fichier Jupyter Notebook dans votre browser, dans votre navigateur, Firefox, Google Chrome ou bien Edge. Donc, je vais commencer par charger les modules de base utilisés par n'importe quel data scientist. Donc, tout d'abord, je commence par charger le module NumPy pour Numerical Python. Puis, je charge le module Pandas pour Panel Data. C'est un module qui permet d'effectuer plusieurs traitements sur les données. Puis, je vais charger le sous-module PyPlot du module Matplotlib. Donc, import matplotlib.pyplot as plt. Bien sûr, on n'oublie pas d'utiliser la commande magique matplotlib inline. C'est une commande IPython qui permet de coller la figure à l'intérieur du fichier Jupyter Notebook. Maintenant, je dois charger une fonction qui s'appelle datetime à partir du module datetime. Cette fonction va nous permettre de traiter des données sous format date, c'est-à-dire année, mois et jour, heure et ainsi de suite, minute et ainsi de suite. Donc from datetime, import datetime, puis à partir du module pandas data reader, je vais charger la fonction data. Voilà. Maintenant, on va choisir de travailler avec l'entreprise Facebook. Donc, le symbole de cette entreprise dans le marché américain est FB, est constitué de deux lettres F et B, FB majuscule. Maintenant, si vous voulez avoir tous les symboles des meilleures 500 entreprises cotées dans la bourse de New York, eh ben, il suffit d'aller sur ce lien, donc sur Wikipédia, et il suffit de chercher sur Internet avec l'expression List of S&P 500 Companies. List of S&P 500 Companies. Donc on va obtenir ce tableau qui contient la liste des meilleures 500 entreprises cotées dans la bourse américaine. Donc on peut ici trouver par exemple l'entreprise Google. Donc G-O-O-G. Ou bien Apple. On peut aussi trouver Apple. Je pense que c'est AAPL. Voilà. Donc AAPL. Donc moi, en fait, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment charger les données, par exemple, de l'entreprise Facebook. Alors, je reviens. Donc, je vais spécifier le nom de l'entreprise. Donc, j'écris entreprise. Bon, je définis une variable entreprise. Et je vais mettre, en fait, FB dans cette variable. Puis, on aura besoin de définir deux dates. La date de début et la date de fin pour notre série temporelle. Donc, comme start, je vais choisir, par exemple, le 1er janvier de l'année 2000. Bien sûr, l'entreprise Facebook, à cette date, n'a pas été encore créée, mais je vais vous montrer que quand on se trompe sur la date de début, comment la bibliothèque Pandas Data Reader va corriger le tir et va nous donner la date exacte. Et puis pour AND, je vais choisir comme la date d'aujourd'hui, donc datetime today. Bon, je vais avec Shift Entrée
je vais exécuter ces deux commandes. Je vais vous montrer par exemple la variable start. Donc la variable start, en fait, c'est une variable daytime qui contient l'année 2000, le mois janvier et le jour, le 1er janvier, et bien sûr 0 heure et 0 minute. Maintenant, si on regarde la variable int, on va trouver 2020. Aujourd'hui, c'est le 29 février 2020 et l'heure, c'est 15h51 minutes 10 secondes. Et on peut trouver en fait les millisecondes et même les microsecondes. Bien sûr, ces données, c'est-à-dire cette précision à l'ordre de millisecondes est utilisée dans ce qu'on appelle le High Frequency Trading, le HFT, ou bien le Algorithmic Trading. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment récupérer les données. Donc, je vais utiliser la fonction data chargée à partir du module Pandas Data Reader. Donc, je vais vous montrer après comment installer ce module très efficace. Donc, je vais écrire data, point, et puis j'appelle la méthode data reader, ou bien la fonction data reader. Et à l'intérieur de cette fonction, je vais mettre le nom de l'entreprise, donc Facebook, FB, puis je spécifie le data provider. Donc là, on va utiliser Yahoo. Donc Yahoo Finance est un site qui permet, c'est-à-dire il dispose d'un web service, et là on va se connecter avec ce web service pour récupérer des données. Donc à partir de la date start jusqu'à la date end. Bon, j'exécute cette commande, Shift Entrée, on attend un peu, et après quelques secondes, on obtient un data frame qui contient des données, plusieurs colonnes, high, low, open, close, volume et prix de fermeture ajusté ou bien adjusted close. Après, je vais vous expliquer ces colonnes. Par contre, on obtient en fait un data frame qui commence à partir du 18/5/2012, c'est-à-dire le 18 mai 2012. Donc, avec une simple recherche sur Internet, je peux vous montrer, sur n'importe quel site qui traite les données boursières, on peut comprendre tout simplement que l'entreprise Facebook a été créée en 2004 par Mark Zuckerberg, mais elle a été introduite en bourse qu'à partir de l'année 2012. Donc même si on se trompe en fait d'année, de date, la fonction ou bien le sous-module data du module Data Reader permet de récupérer les données à partir d'une date ultérieure. Voilà. Et à la fin de ce data frame, on trouve la date d'hier, 2020, le 2, c'est-à-dire février, donc 2020, le 28 février 2020. Bien sûr, c'est la date d'hier. Bien sûr, la bourse ne travaille pas samedi et dimanche. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? En fait, je vais commencer à effectuer quelques analyses statistiques descriptives. Donc, je vais affecter ce data frame dans une variable que je vais l'appeler df pour data frame. Donc, il suffit de taper print type df pour déterminer le type de cette variable. En fait, en effet, df, ce n'est pas vraiment une variable. Si on veut travailler avec la programmation orientée objet, df est un objet de la classe DataFrame. Donc, quand on dit objet, on dit méthode et on dit instance. Donc, il suffit d'écrire par exemple df shape et on obtient le nombre de lignes, donc 1957 lignes et 6 colonnes. Maintenant, pour déterminer le nom des colonnes de ce data frame, donc il suffit d'écrire df.columns. Donc nous avons high, low, open. Donc nous avons le prix de l'action de Facebook. Donc high, c'est le plus grand prix pendant une journée, pendant un jour. Low, c'est le plus petit prix. Open, c'est le prix d'ouverture. Close, c'est le prix de fermeture. Volume, en fait, c'est le volume échangé.
c'est-à-dire le nombre des actions achetées et vendues sur une journée, et adjusted close, ou bien prix de fermeture ajusté. En fait, c'est un prix calculé à partir du prix de fermeture, et ce prix, ou bien la valeur de ce prix, suit en fait trois règles. Donc pour déterminer ces règles, c'est très facile. Il suffit d'aller sur le site Investopedia et on peut écrire sur Internet, on peut chercher Investopedia Adjusted Closing Price, et on obtient en fait les trois techniques permettant de calculer ce prix. En fait, il existe trois techniques. Donc la première technique, c'est Adjusting Prices for Stock Splits. La deuxième technique, c'est Adjusting for Dividends. Et la troisième technique, c'est Adjusting for Rights Offering. Je vais commencer en fait par la deuxième technique. En effet, imaginons si le prix d'une action ferme, c'est-à-dire à la fin de la journée, à 51 dollars, et bien si l'entreprise décide de distribuer 1 dollar par action au détenteur de l'action. En fait, je rappelle que les dividendes, c'est une somme d'argent à distribuer aux actionnaires. Donc, 51 dollars c'est le prix de fermeture, 1 dollar c'est la somme de cet argent distribué, de ce dividende. Donc, le prix de fermeture ajusté ne sera plus 51 dollars, mais plutôt 50 dollars. Voilà la première technique, ou bien la première méthode permettant de calculer ou bien d'ajuster le prix de fermeture. La deuxième méthode, c'est avec la décomposition ou bien la division, ce qu'on appelle stock splits. Donc imaginez une action ferme à la fin de la journée avec un prix de 300 dollars at the end of the day. Donc, et imaginons si l'entreprise va effectuer une division, donc 3 for 1, c'est-à-dire 3 pour 1. Donc, au lieu de travailler avec un prix de fermeture de 300 dollars, on va plutôt travailler avec un prix de fermeture de 100 dollars, puisque le prix de l'action, le nouveau prix de l'action devient 100 dollars. Donc le détenteur de l'action n'a plus une seule action, mais il a plutôt 3 actions, chacune avec un prix de 100 dollars. La troisième technique, c'est, ou bien méthode d'ajustement, ça s'appelle Adjusting for Rights Offering. Donc, imaginons un actionnaire, il dispose d'une action à 50 dollars et l'entreprise décide que si l'actionnaire dispose d'une action à 50 dollars, donc s'il veut acheter une nouvelle action, eh ben, elle va lui donner une offre, donc elle va lui faire en fait une réduction du prix d'achat de 5 dollars. Donc le nouveau prix de fermeture ajusté, c'est plus 50 dollars, mais devient 45 dollars. Voilà donc quelques explications financières par rapport à ce prix. Maintenant, on va revenir en fait à nos montants, c'est-à-dire on revient à la statistique descriptive. Allons-y. Donc, afin de comprendre avec quel prix on va travailler, parce que nous, à la fin, on va travailler avec un seul prix, le prix de fermeture ajusté, mais il faut que je vous explique pourquoi on doit faire cette décision. Laissez-moi en fait tracer quelques nuages de points et quelques histogrammes. Donc, afin de tracer les nuages de points qui représentent la variable numéro 1 en fonction de la variable numéro 2, la variable numéro 1 en fonction de la variable numéro 3, la variable numéro 1 en fonction de la troisième variable, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc on peut faire ça avec une seule commande en Python. Donc il suffit d'écrire PD pour pandas, plotting, scatter matrix. À l'intérieur de scatter matrix, je mets df. df c'est le nom le nom de la variable qui contient les données. Donc je tape sur Shift Entrée. Par contre, attention ici, en fait, on va obtenir une sortie désagréable. En fait, on va obtenir les adresses hexadécimales de mes figures. Donc moi, ou bien nous, nous n'avons pas vraiment besoin de ces adresses. Donc il suffit de mettre un point virgule pour supprimer cette sortie indésirable. Donc je réexécute la commande une deuxième fois et j'obtiens en fait ce scatter matrix
qu'il s'agit en fait d'une matrice symétrique. Donc il suffit de regarder les éléments extradiagonaux au-dessus de la diagonale ou bien en dessous de la diagonale. Donc sur la diagonale, on voit les histogrammes. Bon, pour l'instant, on n'a pas vraiment besoin d'analyser ces histogrammes, car on ne va pas vraiment sortir de l'information utile pour l'instant. Par contre, la chose choquante, ou bien l'effet vraiment principal qui se trouve sur les éléments extradiagonaux, on remarque tout simplement que les prix high, low, open, close et adjusted close sont mutuellement corrélés. En fait, on voit que, qu'est-ce que ça veut dire mutuellement corrélé? Par exemple, quand le prix, le plus petit prix, le low, augmente, et ben le prix de fermeture ajusté augmente aussi. Quand le plus petit prix, the low, diminue, et ben le adjusted close diminue aussi. À cet égard, on peut s'arrêter ici et on va dire, tiens, il existe en fait une grande corrélation entre les 5 prix. Donc au lieu de garder 5 colonnes, high, low, open, close, adjust, close, on va travailler uniquement avec une seule colonne. Bon. Par contre, on peut aussi dire que cette analyse n'est pas vraiment très quantitative. En fait, il s'agit d'une analyse qualitative. Donc on va essayer de rendre notre analyse plus quantitative. Donc qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va calculer la matrice de corrélation. Donc, avec la commande df.core, core c'est correlation, ou bien en français corrélation, on obtient en fait, si je supprime, ou bien si je ne supprime pas le volume, en fait on va obtenir une image quantitative, c'est-à-dire numérique, du scatter matrix. Donc ici, qu'est-ce qu'on remarque? Nous avons D1 sur la diagonale. Bien sûr, le coefficient de corrélation linéaire entre une variable et elle-même, eh ben, ça donne 1. Après, sur les éléments extradiagonaux, on trouve par exemple une grande corrélation entre high et low. On trouve un ρ, un coefficient de corrélation linéaire égal à 0,999, hein, 0,999, c'est très grand. Ça veut dire en fait que low et high sont très corrélés. Donc, d'un point de vue statistique, d'un point de vue analyse de données, l'information qui se trouve dans low est égale c'est-à-dire je parle ici d'un point de vue quantité d'information. Donc la quantité d'information qui se trouve dans low est égale à celle qui se trouve dans high. Pareil entre open et high. Pareil entre close et high. Bon, laissez-moi ici en fait vous donner la formule du coefficient de corrélation linéaire. Donc, dans une nouvelle cellule, je vais changer, c'est-à-dire je clique sur ce menu de roulant et je vais cliquer sur Markdown. Et puis, en fait, je veux basculer avec un langage qui s'appelle LaTeX. Donc, j'écris ρ, RHO, c'est une lettre grecque, est égal à frac, c'est-à-dire fraction, bien sûr, entre la covariance, par exemple, de la variable aléatoire x1, la variable aléatoire x2. Je ferme les parenthèses. Et en bas, je vais mettre variance de... je vais mettre SQRT, c'est-à-dire pour racine carrée, de la variance de x1, d'accord, fois, pareil, SQRT, j'ouvre en fait deux accolades, et j'écris variance de x2, je ferme les parenthèses, bon j'exécute, il faut que, en fait il existe un petit bug, donc on doit exécuter deux fois, et voilà, on obtient en fait la formule, du coefficient de corrélation linéaire, c'est la covariance entre x1 et x2, divisé par racine carrée de la variance de x1, bon ici c'est une racine carrée sur la variance de x1, fois racine carrée de la variance de x2. Donc on peut aussi écrire covariance de x1, x2 sur sigma x1 fois sigma x2. Avec sigma, c'est l'écart type. Donc, quand x1 est égal à x2, bien sûr, on obtient un coefficient de corrélation linéaire égal à 1. Sinon, dans les autres cas, on peut obtenir un coefficient qui varie entre moins 1 et 1. Donc, plus c'est proche de 1, ça veut dire qu'il existe une forte corrélation positive. En fait,
il existe une troisième technique qui permet de montrer l'existence de ces corrélations, spécialement quand on travaille avec des données contenant une grande quantité de variables, par exemple 100 000 variables, 300 000 variables, 1 million de variables. Donc, à cet égard, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser la bibliothèque Matplotlib et j'utilise plutôt la fonction imshow pour image show. Et dans imshow, je vais mettre la matrice de corrélation. J'ajoute en fait un color bar, je mets un point virgule, j'exécute. Color bar, en fait, c'est pour obtenir le code couleur. Alors, j'obtiens une matrice jaune. En fait, je lis ici, qu'est-ce que ça veut dire cette couleur? Donc, plus c'est jaune, ça veut dire que ρ s'approche de 1. Donc, on voit bien qu'entre la première variable, enfin, la variable notée 0, en Python, bien sûr, on commence toujours à indexer à partir de 0. C'est pas comme en R, c'est exactement comme en C, C++, Java. Donc, pour la première variable qui est high, on trouve que high et low, high et open, high et close, high et adjusted close, il y a toujours en fait cette couleur jaune, ça veut dire qu'il existe une grande corrélation. Tiens, c'est une remarque très intéressante. Donc à partir de maintenant, et pour le reste de notre cours, donc on va récupérer des données financières de plusieurs entreprises, soit cotées dans la bourse de New York ou bien cotées dans la bourse de Tunis. Et à un moment donné, on va pas vraiment travailler avec toutes les colonnes, puisque avec ces résultats d'aujourd'hui, on montre bien l'existence d'une grande corrélation entre ces 5 prix. Donc au lieu de travailler avec tous ces prix, donc on va juste travailler avec un seul prix, the adjusted close. Donc cette réduction nous permet, je vous montre en fait par exemple comment récupérer juste le prix de fermeture ajusté. Donc en fait il suffit d'écrire le nom de cette colonne entre deux crochets et deux guillemets, on obtient une série et je peux par exemple tracer cette série pour obtenir l'évolution de l'action de de Facebook depuis son introduction dans la bourse de New York. Voilà donc pour les entreprises américaines. Maintenant, vous allez me demander qu'est-ce qu'on peut faire, voilà, comment on peut récupérer des données à partir de la bourse de Tunis. En effet, l'idée est simple, il suffit d'aller sur le site investing.com. Voilà, sur le site investing.com. Et il suffit de connecter votre compte Gmail ou bien votre compte Facebook. Bon, votre compte Facebook, c'est pas vraiment très professionnel sur ce site. Donc, vous allez avoir un compte. Puis, il faut quand même désactiver votre ad blocker. Et maintenant, sur la barre de recherche, vous pouvez écrire TuneIndex. Donc, quand on écrit TuneIndex, on obtient deux indices boursiers. Voilà, donc TuneIndex, Index Tunis, c'est un indice boursier, ou bien TuneIndex 20. En fait, nous, on va travailler avec le maximum des données, donc on ne va pas vraiment travailler avec TuneIndex 20. TuneIndex 20 contient les meilleures 20 entreprises cotées dans la bourse de Tunis. Donc, TuneIndex contient plus d'entreprises, à peu près 70 entreprises. Donc, je vais chercher sur TuneIndex, je clique sur Entrée, puis on obtient voilà, la page de TuneIndex. En fait, sur cette page, on obtient l'évolution de cet indice. Bon, je vais fermer cette vidéo. En fait, ce site offre, disons, un broadcasting direct de Bloomberg. En fait, c'est une chaîne qui donne des données financières en temps réel. Voilà, donc sur la page de TuneIndex, sur le site investing.com, on trouve l'évolution de cet indice à partir, par exemple, d'octobre 2019. Maintenant, nous, on veut récupérer ces données afin de pouvoir les analyser. Donc, il suffit d'aller on clique sur Historical Data. Et sur Historical Data, donc,
on peut cliquer, on peut venir ici. Bon, je dois fermer cette vidéo. Je peux changer le start date, enfin exactement comme moi j'ai fait, mais bon, avec Python, on peut automatiser, alors que sur la bourse de Tunis, on va travailler avec notre souris. Donc je peux mettre 01, 01, c'est-à-dire le 1er janvier 2000. Le 1er janvier 2000. Voilà, jusqu'à maintenant. Je clique sur Apply. Voilà. Donc, on obtient un data frame qui contient price, open, high, low, volume et change. Donc qu'est-ce qu'on peut remarquer, on peut donner la même remarque que tout à l'heure. Ces 4 prix sont corrélés, donc contiennent la même quantité d'informations. Alors il suffit de travailler avec le prix price. Et moi je pense forcément qu'il s'agit du prix de fermeture. C'est un prix de fermeture. Donc, si j'essaie de regarder la fin de cette page, donc on voit que avec cette opération, on arrive à récupérer les données à partir de 3 janvier 2000. Donc je pense qu'en 2000, la bourse, je pense que 3 janvier a coïncidé avec lundi. Maintenant, on peut cliquer sur Download Data et on peut télécharger un fichier CSV qui fait à peu près 357 kilooctets et c'est un fichier CSV comme un separator value, et après on peut bien sûr lire ce fichier avec Pandas et analyser les données. Maintenant, donc voilà pour l'indice TuneIndex. Maintenant, comment on peut récupérer les données liées vraiment aux entreprises. Donc il suffit de cliquer sur Components. Et quand on clique sur Components, en fait, on trouve la liste des entreprises tunisiennes cotées dans la bourse de Tunis. Donc, Adwia, bon, c'est un fabricant de médicaments. Air Liquide, Alchimia, Amen Bank, c'est une banque. ATB, ATG, les banques. Donc, on trouve beaucoup d'entreprises. Donc, par exemple, on peut cliquer sur STB. C'est Société tunisienne de banque. Voilà, Société tunisienne de banque. On peut répéter le même scénario, ou bien la même procédure. Je clique sur Historical Data, puis je change la date ici, et puis je peux télécharger le fichier. Donc voilà pour cette vidéo. Donc dans la prochaine vidéo, en fait, ou bien dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer comment on peut, à partir de ces données, comment on peut effectuer des analyses pertinentes. Merci beaucoup.